Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo est consacrée au cours du mardi 2 juin. Alors dans cette séquence nous allons commencer par corriger l'activité que vous aviez à traiter pour aujourd'hui sur les montagnes russes et ensuite nous démarrons le cours sur ce chapitre 15 sur les aspects énergétiques des phénomènes mécaniques. On parlera théorème de l'énergie cinétique, donc travail de force. Vous allez avoir le travail du poids à savoir déterminer, travail d'une force de frottement, et puis on terminera donc par le théorème de l'énergie cinétique. Donc là, cette activité permettait de revenir sur les notions d'énergie dont on allait avoir besoin. Donc on vous dit que vous avez un manège ici, donc un circuit de montagne russe qui culmine à 139 mètres. Vous avez une photographie ici, hein, vous voyez l'échelle avec les petits wagonnets, on voit que ça a quand même l'air d'être assez haut. Donc les wagonnets partent ici, donc ils accélèrent jusqu'à atteindre une vitesse suffisante pour pouvoir passer la bosse ici. Donc en fait ils arrivent avec une vitesse nulle en haut et puis ils redescendent comme ça ensuite. Donc on vous rappelait ce qu'était l'énergie cinétique, 1 demi de mv carré, l'énergie liée au fait qu'un système a une vitesse. On vous définissait l'énergie potentielle de pesanteur, qui est liée à l'altitude, au fait que un système a une altitude, mg fois h, h étant l'altitude. Donc vous aviez les unités qui étaient données, g c'est l'intensité du champ de pesanteur, hein, 9,8 newton kg moins 1. La position et la vitesse permettent d'attribuer au système une énergie mécanique qui est définie comme la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie mécanique c'est EC plus EPP. Et on vous dit que dans la situation étudiée, comme on va négliger les frottements, eh bien l'énergie mécanique se conserve. En fait, quand on peut négliger les frottements, l'énergie mécanique se conserve. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie mécanique en B va être égale à l'énergie mécanique en C. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut dire ici. Donc là, définir le système et le référentiel d'étude. Eh bien, donc le système, ça va être notre wagon de manège. Le référentiel terrestre supposé galiléen. Un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique. Donc donner l'expression littérale de l'énergie mécanique du système en n'importe quel point, l'énergie mécanique, on a dit que c'était l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur, ça va donc être égal à 1 demi de mv carré, donc l'énergie cinétique, plus mgh, donc plus l'énergie potentielle de pesanteur. Simplifier cette expression au point B, origine des hauteurs. Alors comme B est l'origine des hauteurs, ça veut dire que H est nul en B. Donc l'énergie mécanique ne sera plus égale qu'à 1 demi de mvb carré, puisque mgh sera nul, puisque H est nul. Donc l'énergie mécanique en B, c'est 1 demi de mvb carré. Même question pour le point C. Donc au point C, notre wagon s'arrête, donc sa vitesse est nulle. Donc là, c'est l'énergie cinétique qui va être nulle, donc l'énergie mécanique ne sera plus égale qu'à l'énergie potentielle de pesanteur en C, et donc ça fera mg fois h en C, donc mg fois l'altitude en C. Donc je répète, l'énergie mécanique en B c'est 1 demi de mvb carré, puisque h égale 0, et l'énergie mécanique en C c'est mgh en C, puisque l'énergie cinétique est nulle, la vitesse du wagon est nulle au sommet. En utilisant les expressions obtenues aux questions, alors c'est pas 2 et 3, mais c'est 3 et 4. Et donc répondre à la problématique. Donc la problématique, c'était de trouver quelle était la vitesse pour que le wagon puisse passer le sommet ici. Donc là, on a vu que 1 demi de m, enfin que l'énergie mécanique en B était égale à 1 demi de mvb carré, que l'énergie mécanique en C était égale à mgh en C, et que dans notre situation, on considère que les frottements sont négligeables. Et comme les frottements sont négligeables, eh bien on va pouvoir dire que l'énergie mécanique en B est égale à l'énergie mécanique en C. Donc 1 demi de mvb carré égale mghc. Nous, on cherche quel est le VB minimum pour pouvoir passer la bosse. On connaît tout. On connaît on a toutes les infos nécessaires, sachant que ici, donc on a 1 demi de mvb carré qui est égal à mgh. On va pouvoir simplifier par la masse. Ici, on simplifie par la masse. Il nous reste 1 demi de vb carré égale gh. Donc vb carré égale 2gh. Et donc vb égale racine de 2gh en gardant uniquement la racine positive.
On remplace, on trouve 52 mètres par seconde, soit 188 km par heure, qui est la vitesse minimale pour que le wagon puisse passer cette bosse. Donc une vitesse importante. Alors on vous dit en réalité la vitesse atteinte par le wagon doit être de 206 km par heure. Expliqué. En fait, nous on a considéré que les frottements étaient négligeables, ce qui est pas le cas. Et donc comme on a des forces de frottement, il faut une vitesse un peu plus importante pour réussir à faire passer le point culminant de la bosse. Donc une vitesse de 206 km par heure au lieu de 188 km par heure. Cette vitesse de 188 km par heure n'était valable que si les frottements étaient négligeables. Alors, donc aspect énergétique des phénomènes mécaniques, chapitre 15, donc à copier. Donc ici, petit 1, on définit l'énergie cinétique, 1/2 de mv carré. Et ensuite, donc, on va revenir sur des notions que vous connaissez déjà, la notion de force, d'action mécanique, et on va aller un peu plus loin avec la notion de travail de force. Donc, une action mécanique exercée sur un objet permet de mettre l'objet en mouvement, de modifier son mouvement, trajectoire ou vitesse, de maintenir l'objet en équilibre, de le déformer. Donc on la modélise par une force qui est caractérisée par un point d'application, une direction, un sens, une intensité qui s'exprime en newton et qui est mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Quand un automobiliste pousse une automobile en panne, il exerce sur le véhicule une force F. La voiture donc acquiert de la vitesse, donc de l'énergie, sous forme d'énergie cinétique, quand simultanément l'automobiliste en perd sous forme d'énergie biochimique. Ce transfert d'énergie est assuré par le travail de la force F. Donc on va définir justement ce qu'est le travail. Donc en physique, le travail d'une force est l'énergie fournie au système qui l'a subi lorsqu'il se déplace. Donc c'est un mode de transfert d'énergie. Le travail, donc comme c'est un mode de transfert d'énergie, il s'exprime en joules. L'énergie, c'est toujours en joules. L'énergie cinétique, c'est en joules. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est en joules. L'énergie mécanique, c'est en joules. Le travail est en joules. Alors, par définition, le travail, c'est un produit scalaire. C'est le vecteur force scalaire, le vecteur déplacement, donc produit scalaire que vous avez rencontré en mathématiques. Et donc, comme c'est un produit scalaire, donc par définition, f scalaire AB, c'est aussi égal à f fois AB fois cos alpha. Donc, alpha étant l'angle entre les deux vecteurs f et AB. Donc, le travail en joules, F en newton, AB la longueur en mètres, et alpha l'angle entre la force et le déplacement entre F et AB. Donc en degrés ou en radians, attention quand même à ce que votre calculatrice soit dans l'unité dans laquelle sera défini l'angle. Donc le travail est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être positive ou négative. Et donc on a trois types de travaux possibles qui sont illustrés un peu sur cette image. Donc là l'objectif c'est d'aller du point A au point B. On pousse cette voiture et donc on a 4 personnes qui poussent la voiture. La personne qui va fournir le travail le plus efficace, c'est-à-dire celle qui va permettre au mieux à la voiture d'aller du point A au point B, c'est cette personne-là, celle qui exerce la force F1. Celle qui exerce la force F2 va permettre quand même à la voiture de se déplacer vers le point B, mais celle qui exerce la force F3 va exercer un travail nul, c'est-à-dire qu'on va pas avancer de A à B, et celle qui exerce la force F4, au contraire, elle va exercer un travail résistant, nuisible, c'est-à-dire qu'elle va nuire au déplacement de A vers B, comme elle pousse de B vers A. Donc là, en fait, on se retrouve avec, pour F1 et F2, avec un angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement qui est entre 0 et 90 degrés. 0 degré pour l'angle entre F1 et AB ici. Là, on a un angle entre F2 et AB qui vaudrait 40 degrés approximativement. En tout cas, c'est plus petit que 90 degrés. Dans ce cas, le cos alpha est positif. Quand on a un cos d'un angle plus petit que 90 degrés, le cosinus il est positif. Et donc le travail il est positif puisque le travail c'est F, c'est une norme, donc c'est positif, fois AB, c'est la norme du vecteur déplacement, c'est positif, fois le cos alpha, donc c'est le cosinus de l'angle qui impose le signe du travail. Quand on a un angle inférieur à 90 degrés, le cosinus est positif, le travail est donc positif. La force va favoriser le mouvement dans le sens du déplacement AB, on dit que le travail est moteur. Si l'angle est supérieur à 90 degrés, comme pour F4, ici là l'angle il vaut 180 degrés, et donc il est supérieur à 90 degrés, le cosinus il est inférieur à 0, le cosinus d'un angle supérieur à 90 degrés est inférieur à 0, le travail est négatif. La force va donc s'opposer au mouvement du solide, on dit qu'elle effectue un travail résistant. Et quand l'angle il vaut 90 degrés, le cos alpha il vaut 0 et le travail est nul. Donc
une force ne travaille pas si son point d'application ne se déplace pas, donc si AB égale 0, ou si sa direction est perpendiculaire au déplacement, donc si alpha égale à 90 degrés. Une force appliquée à un système est conservative si son travail ne dépend que de la position de départ et de la position d'arrivée du système, donc pas de sa trajectoire entre ces positions. Une force appliquée au système est non conservative dans le cas contraire. Alors, petite illustration de tout ça. Donc première situation, là vous avez le point de départ A, le point d'arrivée B, la force F, et puis vous avez la valeur du travail résultant ici, donc là on a le déplacement de A à B, on a un travail de 8 joules. Si maintenant je change, donc je reviens à 0, je change l'angle, donc là ici, mon angle il va être de moins 50 degrés. Donc là, hop, trajet 1. On voit que le travail, il est moins grand. Hein. On a un travail qui ne vaut plus que 5 joules. Si maintenant, je prends un angle de 90 degrés, eh bien donc cos de 90, c'est 0. Donc mon travail, il est nul. Si je prends un angle de 180 degrés, eh bien, mon travail il vaudra moins 8 joules, puisque le cos de 180, ça vaut moins 1. Donc le cos de 0, ça valait 1. Donc le travail, il valait 8 joules. Donc le travail était moteur, c'était positif. Le cos à 180, il vaut moins 1. Le travail va être négatif, il est résistant. Si je prends un angle intermédiaire ici, je suis supérieur à 90 degrés, hein, je suis entre 90 et 180, donc là j'ai un cosinus négatif, le travail est résistant. De même ici, je vais prendre un angle entre 0 et 90, hop. Et donc j'ai un travail positif, il est moteur. Alors, deuxième chose que je voulais vous montrer à propos du travail résistant, en fait quand on a le travail d'une force constante, le travail d'une force constante est toujours un travail conservatif. C'est-à-dire que le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc là, par exemple, je reprends ici mon chemin de départ. Voilà, hop, 8 joules. Maintenant, donc je suis parti du point A et je suis allé au point B. Je vais refaire la même chose. Donc je reviens à 0. Mais sauf que le déplacement, il va être manuel. C'est moi qui fais déplacer ici notre système du point A au point B. Donc là, travail nul, je pars du point A et puis je me déplace. Hop, je pars comme ça, je me déplace et j'arrive au point B. Hop. Bon, mon travail, il vaut 8 joules. Donc le travail de cette force F ne dépend pas du chemin que j'ai suivi, puisque que je fasse ce chemin-là un peu emberlificoté ou que je fasse ce chemin-là, le chemin le plus direct, eh ben, je trouve 8 joules. Donc là, on dit que la force, elle est conservative parce que ça ne dépend pas du chemin suivi. Alors, je déplace juste mon point ici. C'est pas pour tout de suite, c'est pour juste après. Et je mets mon angle. Comme ça, voilà, ça me servira pour tout à l'heure. Alors, donc je reviens ici donc à la partie cours. Donc vous avez deux travaux de force à savoir calculer. Le travail du poids et le travail d'une force de frottement sur un trajet rectiligne et force de frottement constante dans un trajet rectiligne. Donc on va appliquer la définition du travail au poids. Le travail du poids c'est P scalaire AB, puisque c'est la force scalaire le déplacement. Je rappelle que le poids P est égal à mg. Hein. Donc P scalaire AB, ça nous fait P fois AB fois cos alpha. Ça, c'est la définition du produit scalaire. U scalaire V, ça nous fait U fois V fois cos alpha, où alpha est l'angle entre U et V. Donc P scalaire AB, c'est P fois AB fois cos alpha, où alpha est l'angle entre le vecteur P et le vecteur AB. C'est ce que vous voyez ici. Donc ici P égale mg, donc mg fois AB fois cos alpha. Alors, on repère qu'on a ici un triangle rectangle en C, avec l'angle alpha ici. Donc si on fait un peu de trigonométrie, on voit que le cosinus de l'angle alpha
par définition, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Vous vous souvenez, SOHCAHTOA, sinus c'est opposé sur hypoténuse, cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, et tangente c'est opposé sur adjacent. Donc là, le cosinus de l'angle alpha, adjacent sur hypoténuse, donc ça nous fait AC sur AB. Donc, comme cosinus de l'angle alpha, cosinus alpha c'est AC sur AB, donc AB cos alpha, et bien si vous multipliez cos alpha par AB, il ne vous reste plus que AC, puisqu'on élimine AB ici. Donc AC égale AB cos alpha, et AC, en fait c'est l'altitude du point A moins l'altitude du point B, sur notre schéma. Donc on simplifie notre travail du poids en travail du poids égale M fois G fois ZA moins ZB. Si on appelle H le dénivelé parcouru, eh bien si notre système descend, c'est-à-dire que si le point B est plus bas que le point A, on voit que si notre système descend, le poids va effectuer un travail moteur, c'est-à-dire qu'il va favoriser le déplacement. Si vous faites un peu de course à pied, pendant une descente, votre moyenne votre moyenne kilométrique, le temps que vous mettez pour faire un kilomètre a tendance à s'améliorer, puisque le poids vous aide à faire cette descente. Donc le travail du poids, il est moteur. A l'inverse, si vous grimpez une côte, eh bien votre moyenne kilométrique a tendance à être moins bonne, parce que le travail du poids, là, il est résistant. Ici, notre travail du poids est positif parce que le poids favorise le déplacement de A à B. Donc là, ici, quand on a un dénivelé parcouru, quand on a un système qui descend, le travail du poids c'est MGH, où H c'est la dénivellation, c'est-à-dire la différence d'altitude. A l'inverse, si notre système monte, le travail du poids va être résistant, et donc il vaudra moins MGH, moins MG fois l'altitude. H ici c'est la différence, c'est le dénivelé, donc la différence d'altitude entre les deux. Alors, je reviens à la petite animation de tout à l'heure. Donc ici, on voit que là j'ai mon travail du poids, du point A vers le point B, il vaut 3,5 joules. Et donc on a notre travail du poids qui a cette valeur ici, si on va dans le chemin le plus direct entre A et B. Si je reviens au point A et que je le déplace manuellement, hop. Donc là, on se souvient, en direct, c'était 3,5 joules. Là, je prends un chemin différent, mais je me retrouve au point B quand même, et j'ai aussi 3,5 joules. Bref, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Le poids est donc une force conservative. Alors, donc deuxième travail que vous devez être capable de déterminer, c'est le travail d'une force de frottement. Bon, déjà, le travail d'une force de frottement n'est pas conservative, puisque là, si vous prenez un chemin différent entre A et B, eh bien, le travail ne sera pas le même. Il dépend du chemin emprunté. Plus le chemin est long, plus le système perd de l'énergie par transfert thermique vers l'extérieur, assuré par le travail de la force de frottement. Donc on va avoir ici un échauffement plus long si vous avez un chemin plus long, et ce transfert thermique, il est dû au travail des forces de frottement. Donc sur une trajectoire rectiligne, une force de frottement F d'intensité constante à même direction et même sens à chaque instant. Et donc l'angle entre F et AB, c'est 180 degrés. Donc là, l'angle valant 180 degrés, F fois AB fois cos alpha, ça nous fait F fois AB fois moins 1, puisque cos 180 c'est moins 1, donc on se retrouve avec moins F fois AB. Et alors, dernière chose pour ce chapitre, avant un petit récapitulatif, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique dit que la variation de l'énergie cinétique entre une position A et une position B est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système, de toutes les forces extérieures appliquées au système. Donc, variation d'énergie entre un système qui va d'énergie cinétique, pour un système qui va du point A au point B, ça va être l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A, puisque une variation c'est du point final moins au point initial, et ça va être somme des travaux des forces entre A et B qui s'appliquent sur notre système. Si la somme des travaux des forces appliquées au système est positive, l'énergie cinétique augmente et la valeur de la vitesse augmente, et à l'inverse, si la somme des travaux des forces appliquées au système est négative, l'énergie cinétique diminue, la valeur de la vitesse diminue.
Donc un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir avec cette vidéo ici et avec quelques petites questions à traiter à la fin. Théorème de l'énergie cinétique. Un objet en mouvement, comme ce cycliste qui descend une pente, possède de l'énergie cinétique. Cette énergie, notée EC, est égale à 1/2 de la masse multipliée par la vitesse au carré. Dans le cas présenté, sous l'action de son poids, la vitesse du cycliste augmente au cours de la descente, de même que son énergie cinétique. Les frottements de la route avec le vélo limitent la prise de vitesse, donc l'augmentation de cette énergie. Nous nous proposons, dans cette vidéo, d'expliquer l'augmentation de l'énergie cinétique du cycliste au cours de son mouvement. Nous assimilerons le cycliste à un point M, se déplaçant parallèlement à la route, entre les points A et B. Dans le cas du cycliste en descente, le point d'application du poids se déplace. Lors de ce déplacement, le poids fournit de l'énergie appelée travail. Le travail d'une force constante F, ici le poids, dont le point d'application se déplace d'une position A à une position B, noté W, est égal au produit scalaire de la force F par le vecteur AB, ce qui est égal à F multiplié par AB, multiplié par le cosinus de l'angle alpha, angle formé par les vecteurs F et AB. En fonction de l'angle alpha, le travail peut être positif, négatif ou nul. Exprimons le travail du poids dans les cas où le cycliste est en descente sur une portion de route horizontale et en montée. Dans le cas où le cycliste est en descente, alpha est compris entre 0 et 90 degrés. Son cosinus est positif, le travail du poids est donc positif, on dit que le travail est moteur. Dans le cas où le cycliste est sur une portion de route horizontale, alpha est égal à 90 degrés, son cosinus est nul, le travail est donc égal à 0, on dit que le travail est nul. Dans le cas où le cycliste est en montée, alpha est compris entre 90 et 180 degrés, son cosinus est négatif, le travail est donc négatif, on dit que le travail est résistant. Exprimons maintenant le travail des trois forces qui s'exercent sur le cycliste en descente. Le poids P, la réaction du support R et les forces de frottement F. L'angle formé par le vecteur R et le vecteur AB est égal à 90 degrés. On démontre donc que le travail est égal à 0. Le travail de la réaction du support est donc nul. L'angle formé par le vecteur F et le vecteur AB est égal à 180 degrés. On démontre donc que le travail est égal à moins F fois AB. Le travail des forces de frottement est donc résistant. Reprenons l'expression du travail du poids vu précédemment. Le produit de P par AB par cosinus alpha. Si on appelle ZA et ZB respectivement les altitudes des points A et B, on peut démontrer, voir page 261 de votre manuel de physique-chimie, que le travail du poids est aussi égal au produit de la masse M par l'intensité de la pesanteur G par ZA moins ZB. Cette expression est à retenir. Le travail du poids est donc moteur puisque ZA est supérieur à ZB. Théorème de l'énergie cinétique. Nous venons de voir que le travail du poids d'un cycliste en descente est moteur. Il permet une augmentation de l'énergie cinétique du cycliste. Quel lien existe-t-il entre travail d'une force et énergie cinétique ? La variation d'énergie cinétique d'un système en mouvement d'une position A à une position B est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et B. Un cycliste s'élance du haut d'un chemin sans vitesse initiale. Ce dernier parcourt la distance AB avec une dénivellation de 20 mètres. On néglige les frottements de l'air et du sol. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la vitesse du cycliste au point B. Le cycliste est soumis à deux forces, le poids P et la réaction du support R. Les frottements étant négligés ici. L'application du théorème de l'énergie cinétique au système étudié conduit à la variation d'énergie cinétique entre B et A est égale au travail du poids plus le travail de la réaction du support. La vitesse en A étant nulle, son énergie cinétique aussi. Nous avons vu précédemment que le travail de la réaction du support était nul, donc seul le travail du poids intervient. L'énergie cinétique en B est donc égale au travail du poids. En simplifiant par M, nous en déduisons l'expression de la vitesse VB qui conduit, après application numérique, à une vitesse de 20 mètres par seconde. Retenons donc que le travail d'une force qui s'exerce sur un corps assimilé à un point M, se déplaçant d'un point A à un point B, est donné par la relation suivante. Dans le cas particulier du travail du poids, on peut aussi appliquer la relation suivante. La variation d'énergie cinétique de ce corps est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur ce corps.
Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Un skieur de masse 80 kg se déplace à une vitesse de 2 mètres par seconde. Son énergie cinétique est égale à 1960 joules, 160 joules, 560 joules. L'énergie cinétique d'un corps en joules est donnée par la relation suivante avec la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. En appliquant l'expression de l'énergie cinétique, on obtient EC est égal à 160 joules. La réponse B est correcte. Question 2. Dans la situation suivante, le travail de la force R exercée par le sol sur le skieur entre A et B est résistant, nul, moteur. L'angle alpha formé par le vecteur R et le vecteur AB est égal à 90 degrés. Le travail est donc nul, la réponse B est correcte. Question 3. Une pomme de masse 0,20 kg tombe d'un arbre d'une hauteur 3,5 m sans vitesse initiale. On néglige les frottements de l'air. L'énergie cinétique ECB de la pomme au niveau du sol est égale à 700 joules, 7,0 joules, 0 joules. La pomme n'est soumise qu'à son poids. La vitesse initiale étant nulle, afin de déterminer son énergie cinétique au point B, appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre les points A et les points B. On en déduit que l'énergie cinétique en B est égale à m fois g fois ZA, car l'altitude en B est nulle. Après application numérique, l'énergie cinétique en B est égale à 7,0 joules. La réponse B est correcte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je dis un TP donc sur ce thème, donc conservation ou non conservation de l'énergie, dans le cadre d'un pendule. Voilà, bonne journée et à bientôt.